Bienvenue au musée. On poursuit ce soir les conférences dans le cadre du cycle Homo Detritus. Et nous avons le plaisir d'accueillir David Djaoui, donc archéologue territorial du musée départemental d'Arlantique. Merci, il me manquait départemental. Donc sur une conférence sur déchets interprétation dans l'Antiquité romaine, l'exemple du dépotoir du Rhône. Voilà, on fait comme d'habitude, on fait 1 heure de conférence, il y a une petite demi-heure de questions, d'échanges à la fin. Est-ce que vous pouvez penser à couper vos téléphones portables, s'il vous plaît? Merci. Et moi, le premier. Ouais. Donc, bonjour. Donc, effectivement, l'idée de cette conférence, c'est de parler des déchets, évidemment. Moi, je suis archéologue subaquatique. Pour reprendre le titre d'un article de Jean-Paul Demoule, qui disait les archéologues font les poubelles de l'histoire. Et c'est exactement ça. Donc on va parler des déchets, on va voir différentes typologies de déchets. Et ensuite, on va s'intéresser à l'interprétation. Comment on fait pour extraire une information de ces déchets. Donc dans ce sens, je vais tenter de mettre en perspective les déchets antiques et les déchets d'aujourd'hui, pour essayer de répondre à la question que peut-on dire de nos déchets sur nos sociétés. Donc, et dans un deuxième temps, je vais essayer de répondre à la question, mais comment écrire l'histoire d'une civilisation passée à partir de ses sols rebuts? Donc là, pour répondre à cette question, je vais vraiment prendre un cas concret, c'est-à-dire le dépotoir du Rhône, puisque je suis archéologue subaquatique, je travaille donc dans les profondeurs du Rhône, ça fait même maintenant plus de 20 ans. Et on va vraiment voir une série d'objets, et on va voir comment, à partir de l'étude, de l'interprétation de ces objets, on arrive finalement à raconter une histoire. Donc, pour faire simple, on a 3 types de déchets. Les premiers, ce sont ceux qui sont dus à la fabrication. Dès le moment où on va façonner un objet, il va y avoir forcément des rebuts. Pour le bois, on va avoir des copeaux. Pour la pierre, on va avoir effectivement des fragments de pierre. Et quelquefois, on a également des déchets qui sont plus importants que le produit fini. C'est en particulier les coulées de scories. Donc lorsqu'on va mettre un minerai dans un bas fourneau pour faire du fer, pour obtenir une loupe de fer qu'ensuite on va forger, en dehors du bas fourneau va s'écouler ce type de matériaux, des coulées. Alors c'est des coulées qui peuvent être monstrueuses. Pour Narbonne, la montagne noire qui se situe près de Narbonne, on avait par exemple au domaine des grands ferriers, les Martis, un dôme de 250 mètres de diamètre, 17 mètres de hauteur. C'est plusieurs centaines de milliers de tonnes. Donc c'est monstrueux. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, alors que ce déchet est vraiment, on peut le qualifier de monumental, aujourd'hui il n'en reste plus rien. C'est-à-dire parce que l'industrie moderne a réutilisé, a recyclé ces coulées de scories antiques. Donc on a ce type effectivement de déchets qui est très visible, on peut les voir en prospection, mais on a également les déchets de forge. Les déchets de forge, c'est des bâtitures, c'est-à-dire des petits morceaux de métal. Donc eux, ils sont plus difficiles à identifier parce que ça suppose l'intervention archéologique et ensuite ça suppose des spécialistes qui vont arriver à les identifier pour extraire une information. Donc ensuite, on a toujours dans la fabrication les moutons. On appelle ça les moutons, c'est-à-dire des ratés de cuisson. Donc là, vous voyez une pile d'assiettes qui s'est déformée par rapport à la chaleur dans le four. Donc c'est un raté. Et ça, c'est une pile d'assiettes qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui a été trouvée à Lyon. Donc pour les archéologues, c'est extrêmement important d'arriver à identifier ce type de rejet. Pourquoi? Parce qu'on va identifier les productions. On sait donc qu'elles ont été réalisées à Lyon, et quand on va les retrouver sur Arles, on va pouvoir savoir qu'elles venaient de Lyon, et on va même avoir un indice chronologique. Ensuite, il y a les déchets dus à la consommation. Alors là, c'est très simple, c'est toutes les parties non comestibles, donc ça va être quelquefois même la peau des fruits, en contexte très sec, ou alors au contraire très humide. On va avoir des graines, on va avoir la faune, on va avoir les coquilles des coquillages, on va avoir les restes de poissons, les arêtes. Donc pour ce type de déchets, on a affaire à des spécialistes. Les graines, le carpologue, la faune, l'archéozoologue, les arêtes de poissons, l'ichtyologue, et on a même pour les coquillages le conchiliologue. Donc à chaque fois, on a des gens qui sont ultra spécialisés dans un type de rejet. C'est pour ça qu'on parle d'archéologie pluridisciplinaire, parce qu'on est vraiment nombreux à travailler sur un sujet. Et ensuite, on a le nettoyage.
Donc le nettoyage, avant l'invention de la poubelle par le préfet poubelle en 1890, les hommes de l'Antiquité ne s'embarrassaient pas. Ils repoussaient les rejets, quelquefois ils les mettaient même dans la rue. Et lorsque ces derniers devenaient vraiment volumineux, c'est pour ça que je parle d'encombrants, à ce moment-là, ils avaient souvent des techniques pour arriver à les réutiliser. C'est par exemple le cas des remblais, où on va asseoir une rue, on va asseoir une place, on va asseoir un monument public. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on arrive à dater la construction de la rue, de la place, du monument. Ça permet également d'imaginer un travail collectif, une hiérarchie dans le travail, un travail extrêmement organisé. Donc pour nous, c'est des éléments qui sont évidemment extrêmement intéressants. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples d'encombrants, où dans l'Antiquité, on a trouvé une solution. Donc là, à gauche, vous avez une déchetterie à ciel ouvert, et j'allais dire une déchetterie spécialisée. C'est le Monte Stachio en Italie, c'est près de Rome. Donc le Monte Stachio, c'est le mont des Tessons. C'est une montagne qui résulte de l'accumulation de 25 millions d'amphores à huile. On n'a que des amphores à huile. C'est pour ça que je parle de déchetterie spécialisée. Donc cette montagne a été constituée entre le changement d'air jusqu'au IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc 800 000 tonnes, c'est vraiment une évaluation. Hein. Ils ont même estimé, certains archéologues ont estimé que pour arriver à constituer ce monticule, cette déchetterie, il fallait à peu près une charrette toutes les demi-heures avec 500 kg d'amphores. Ça vous donne une idée sur 3 siècles. Donc c'est absolument énorme. Ce qu'il y a d'intéressant pour nous, c'est que quand on fait un sondage, à la base de ce monticule, on a les amphores les plus anciennes, changement d'air, et au sommet, on a celles qui datent du IIIe siècle après Jésus-Christ. Donc au niveau de l'étude, ben, on va voir que la forme des amphores à huile va évoluer avec le temps. Vous avez ici la chronologie, moins 15, 30, 50, 80, jusqu'à 270, et la forme des amphores évolue, alors surtout au niveau des lèvres. Surtout à ce niveau, on a vraiment des lèvres caractéristiques. Et grâce à ces études, et avec d'autres qu'on couple, on arrive à avoir un marqueur typo-chronologique. C'est-à-dire que si sur Arles, je retrouve par exemple 7 amphores, je vais pouvoir dire que la couche date entre 130 et 190 après Jésus-Christ. Donc ça, pour nous, effectivement, c'est extrêmement précieux. Autre exemple, à Fos-sur-Mer, on a retrouvé des caissons. Donc ça, c'est une fouille qui était dirigée par Frédéric Marty. Des caissons en bois à l'intérieur desquels ils avaient placé des amphores dans un terrain marécageux. C'était une façon de gagner du territoire sur la mer. On parle de bonification. Ça aussi, quand les amphores arrivent à Fos ou à Arles, le plus souvent, l'amphore est utilisé uniquement pour le transport maritime. On transvase le contenu dans d'autres petits contenants. Et à partir de là, l'amphore est le plus souvent jeté. Quelquefois, effectivement, elle va être réutilisée ici donc pour créer une bonification. Autre exemple à Arles, on s'est aperçu, donc là vous avez le Rhône, la ville d'Arles, on s'est aperçu en fouille terrestre, quand on fait ici des sondages assez profonds, et également ici, quand on fait des sondages, on tombe sur des champs d'amphores qui sont imbriqués les unes au-dessus des autres. Donc là, on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, au moment où la colonie d'Arles va être créée par César. Donc pourquoi ils ont fait ça? C'est très simple, c'était pour surélever les terres, pour protéger la ville des crues, et également pour arriver à vraiment assainir le terrain. C'est-à-dire qu'en cas de crue, grâce à ce dispositif, l'eau pouvait être vraiment évacuée par la terre. Donc c'était assez ingénieux. Dès le moment où ils ont terminé ce mode de sécuritaire, on va dire, de la ville, toutes les amphores, comme on va le voir, ont été jetées en masse dans le Rhône. Donc là, un exemple de recyclage, je vous le montre parce qu'on l'a retrouvé dans le Rhône. Donc on a retrouvé non pas cet amphore qui vient de Crète, mais juste cette partie de l'anse de l'amphore. Et on a compris que cette anse d'amphore avait servi de recyclage, puisque en suivant les éléments gravés, vous voyez ici et ici, voilà, je vous laisse imaginer le type de recyclage. Donc ça arrive. On a quelques exemples comme ça de anses qui ont été recyclées en phallus. Donc
concernant toutes ces céramiques qui constituent nos déchets, le problème, effectivement, c'est la conservation, c'est d'arriver à les retrouver. Il faut savoir que, par exemple, une céramique qui est sous 1 mètre cube de terre, c'est 1 tonne. Donc, plus souvent, les céramiques sont broyées, sont cassées. Il y en a d'autres matériaux aussi qui ne se conservent pas, comme le fer qui part en rouille, qui se dégrade. Donc, ça dépend de la couche d'enfouissement. L'autre problème, c'est le problème de régénération. C'est-à-dire qu'une partie du matériel dans l'Antiquité, on va transformer ses caractères physico-chimiques. C'est-à-dire qu'on va fondre les métaux, on va fondre le marbre et le calcaire en le transformant dans de la chaux. On peut également broyer la céramique, les tuiles pour constituer des mortiers. Donc il y a des éléments qui sont régénérés, qui disparaissent. En revanche, c'est vrai que la céramique est quasiment indestructible. Donc c'est vraiment l'élément qui est incontournable pour les archéologues, donc les emballages de l'époque. On les retrouve pratiquement partout, quels que soient les contextes d'enfouissement. Et la plupart des services archéologiques ont forcément des céramologues, c'est-à-dire des spécialistes de la céramique. Donc la céramique, elle permet, on l'a vu, d'arriver à donner une datation. Elle permet quelquefois d'avoir un contenu à l'intérieur avec des macro-restes alimentaires. Elle permet, quand on sait d'où elle vient, quand on a identifié les ateliers de production, d'avoir une idée du commerce. Et la céramique peut enfin également être un marqueur d'identité culturelle. Ça, c'est Michel Batz qui a travaillé à Olbia, donc c'est près de Hyères, sur un site qui date du 4e avant Jésus-Christ. Il a fait le pari d'arriver à différencier les céramiques qui appartenaient aux Grecs des Romains. Comment? En fait, il savait que les Grecs pratiquaient plutôt la friture au niveau de l'alimentation et les Romains plutôt la culture du bouilli. Donc à partir de là, effectivement, les contenants culinaires sont différents. Donc si vous voulez, on n'est pas ce qu'on mange, on est ce dans quoi on mange. Et effectivement, ça fonctionne plutôt très bien. Donc vous voyez tout l'intérêt effectivement d'étudier la céramique puisqu'elle se conserve tout le temps. Et effectivement, on peut avoir beaucoup d'informations à partir de ces emballages passés. Donc si on regarde aujourd'hui un échantillon de nos emballages, alors là, je n'ai pas mis la céramique, mais on aurait très bien pu mettre un pot de moutarde, qui sont quelquefois en céramique. On a souvent du métal, du verre. Ici, j'ai mis quelques bouteilles de gin. Et surtout, énormément de plastique. Le plastique est omniprésent, vous le savez, dans nos emballages. Donc, contrairement à la céramique, on l'a vu, qui est indestructible, mais qui est surtout inerte, c'est-à-dire qui ne bouge pas, le plastique, vous le savez, va se transformer lentement en microplastique. C'est-à-dire un élément qui est transparent et qui est nocif pour les écosystèmes. Alors bien sûr, l'objectif aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, c'est zéro déchet, ce qui nous mettrait un peu les archéologues sur la paille, hein, d'une certaine façon. Mais je crois qu'on a quand même un bel avenir devant nous, puisqu'on produit en France 80 milliards de déchets par an, ce qui fait à peu près 2900 emballages par seconde. Donc, vous voyez, et c'est vrai qu'une grande majorité de ces emballages est malheureusement en plastique. Alors comment en est-on arrivé là? C'est là où je force un petit peu la comparaison entre une amphore et un sac plastique. Une amphore pèse à peu près en moyenne 26 kg. Et à l'intérieur, on peut mettre 26 litres. Donc vous avez quand même un rapport d'un contenant qui est aussi lourd que le contenu. Un sac plastique, ça pèse 5 grammes et ça peut contenir 2500 fois son poids. Donc vous voyez comment on en est arrivé là. C'est absolument prodigieux. Pour revenir à ces photos, en fait, ces photos, c'était une exposition que j'avais faite à Aix-en-Provence, où j'avais mis donc ces contenants avec les étiquettes. Donc ça, c'était plutôt une photo, hein, parce que je n'ai pas laissé le poulet 3 mois dans l'exposition. On avait mis une photo. Et ensuite, j'avais soclé tous les emballages sans les étiquettes. Donc ce qu'on constate, c'est que sans les étiquettes, on reconnaît les boîtes de sardines, sans problème. On reconnaît les conserves, les emballages pour le citron. On a même un emballage qui reprend la forme du citron. Vous reconnaissez le miel, ici, avec un bouchon orange. On a toutes les huiles de friture, les produits d'entretien. On reconnaît les bouteilles à eau, le lait. Pas de problème. Ensuite, effectivement, ici, c'est plus compliqué, hein, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi sur ces barquettes. Et au niveau des boîtes métalliques, également, c'est plus difficile. Mais dans la majorité des cas, on arrive à identifier le produit contenu dans l'emballage. C'est le packaging.
Dans l'Antiquité, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on avait des milliers d'amphores. Chaque forme correspondait à un produit et une provenance. Et finalement, les amphores, elles se rapprochent le plus des bouteilles de vin. Vous avez les bouteilles de Bordeaux qui sont épaulées, les bouteilles de Bourgogne qui ont les épaules fuselées, le vin jaune du Jura qui est vraiment une bouteille spéciale, la bouteille de champagne qui va avoir une épaisseur particulière pour résister à la pression. Donc on a vraiment une notion de packaging où la forme des bouteilles, la forme des amphores permet de connaître le contenu du produit. Et nous, archéologues, amphorologues, les spécialistes des amphores, l'objectif, c'est souvent d'identifier la provenance de l'amphore et le contenu. Alors on est aidé quelquefois par des inscriptions peintes, quelquefois par des macro-restes alimentaires, on l'a vu, et quand on n'a rien, on peut également faire des analyses chimiques, parce que la céramique enregistre la mémoire chimique du contenu, donc pour nous, c'est quand même extrêmement pratique. Autre exemple pour finir de packaging, donc là, on a une bouteille de liqueur en poire, vous voyez que la forme de la bouteille reprend la forme de la poire, et en Allemagne, on a retrouvé un pot en forme de poire, avec marqué dessus Pyrum. Donc vous voyez que même dans l'Antiquité, parce que l'idée du packaging, c'est d'impulser l'acte d'achat. Ici, on n'en est quand même pas très loin. Concernant l'interprétation, c'est plus compliqué. Et c'est même le cœur de notre métier. Donc quand on regarde les définitions, c'est l'action d'expliquer, de révéler la signification d'une chose obscure, quelque chose qui est finalement pas très clair. Ou alors, on peut le définir comme l'action d'interpréter les diverses interprétations d'un même fait. C'est-à-dire que pour un même fait, on peut avoir des interprétations différentes. Le meilleur exemple que je puisse vous donner sur Arles, c'est le buste de César. Quand on l'a découvert en 2007 dans le Rhône, on a fait une exposition en 2009, César, le Rhône pour mémoire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'attribution césarienne ne faisait pas l'unanimité. Effectivement, ce portrait reprend les traits césariens qu'on peut trouver sur les monnaies en particulier, mais bon, par contre, elle ne lui ressemble pas du tout aux monnaies. Et on retrouve également, à travers les portraits posthumes de César, après sa mort, on retrouve exactement les mêmes traits césariens. Le problème, c'est que ce portrait ne ressemblait pas aux monnaies, ni aux portraits posthumes. Donc l'argument, ça a été de dire, c'est peut-être le seul portrait réalisé du vivant de César. C'est César parce qu'il ne ressemble pas à César. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de polémiques à juste titre. Donc pour essayer, au moment où on a fait cette exposition, d'amener un contrepoint, un contre-pouvoir, pour susciter le doute, je m'étais rapproché de cet artiste américain, Mark Dion, donc, qui travaille sur la critique de la constitution du savoir scientifique. Donc là, on le voit en chasseur de papillons en Amazonie, en explorateur, en archéologue sur les berges de la Tamise. Dans ces photos, à l'évidence, il n'est absolument pas crédible. C'est le but. En fait, il veut décrédibiliser en mimant les scientifiques. Donc, je vous donne un exemple de performance qu'il avait fait avec cette installation dont le nom était « Naufrage d'une expédition scientifique ». Vous voyez le style d'artiste. Donc, moi, ce qui m'a intéressé dans son travail que j'avais pu voir à la Tate moderne, c'est qu'il avait prospecté sur les berges de la Tamise. Il avait recueilli tout type de déchets, de la faune, des objets modernes. Et on voit qu'il avait procédé à un assemblage qui mimait le travail de l'archéologue, où on pouvait voir ici des capsules de bière. Donc, il avait fait tout un travail de collecte. Et étant donné qu'il travaillait sur cette critique de la constitution du savoir archéologique, ça me semblait intéressant de le mettre en parallèle de l'exposition César, le Rhône pour mémoire. L'idée, c'était de susciter le doute justement sur l'identification césarienne qui ne faisait absolument pas à l'époque, et encore plus peut-être maintenant, l'unanimité. Donc Mark Dion a fait différentes installations. L'une d'elles, c'était celle-ci. Il avait plongé une salle dans le noir, il avait fait des prospections sur le Rhône et il avait prélevé uniquement les morceaux en verre, en mimant le travail de l'archéologue. Aussi, la question que pose cette installation, c'est finalement quel regard peut-on porter sur notre société à partir de ce tri ? C'est compliqué de parler de notre société à partir de ça. Et pourtant, Mark Dion n'a pas tort. Hein. Quand on voit nos assemblages, quand on voit ce travail d'inventaire, de collecte, de recollage, on n'est quand même pas si loin de l'installation de Mark Dion.
Et pour nous, archéologues, au niveau de l'interprétation, c'était une façon aussi de porter un regard introspectif sur notre métier. Qu'est-ce qu'on fait vraiment? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut ne pas dire? Parce qu'en général, on va faire un inventaire, on va compter les fragments, on va avoir des quantités, on fait des pourcentages, et ces pourcentages, on va les comparer à d'autres contextes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ça? Vous voyez, c'est quand même, c'était pas totalement idiot, son travail. Donc, un exemple pour savoir justement si on peut avoir un regard sur notre société. Donc ça, ce sont les Américains, qui sont assez fous quand même. En 1972, ils ont lancé l'opération Poubelle. Ils ont fouillé les poubelles de la ville de Tucson. Donc, alors, les poubelles, ils n'ont pas fouillé la déchetterie comme on peut le voir sur le livre. Ils ont fouillé des poubelles de particuliers. Au préalable, ils ont fait des interviews de ces personnes. Ils ont, on va dire, mélangé les groupes entre appartenance ethnique, groupe social, niveau social et âge. Et l'idée, c'était de voir si le travail sur les poubelles d'un archéologue pouvait amener à identifier la population en question. Donc il y a quelques fois où ça a bien marché, c'était même assez étonnant. Ils ont pu voir notamment que les gens les plus aisés n'avaient carrément aucun gaspillage, pratiquement. Les gens pauvres avaient un peu de gaspillage, c'est-à-dire que les gens les plus pauvres gaspillaient un peu plus quand même que les gens les plus aisés. Et en revanche, la classe moyenne, par contre, alors là, c'était du gaspillage assez important. Donc, voilà, des choses assez étonnantes. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'en 1973, parce que ça a été reconduit sur plusieurs années, ils ont constaté dans les poubelles vraiment énormément de viande. Donc là, l'interprétation, c'est de se dire, mais tiens, le coût de la viande, le prix de la viande a baissé, donc les gens se sont jetés sur la viande. Et en réalité, c'était tout le contraire. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il y avait une pénurie de viande, la viande coûtait très cher, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté plein de viande pour la garder, sauf qu'ils ne sont pas arrivés à la conserver, et ils ont dû se résoudre, puisque cette dernière était périmée, à être jetée. Donc là, on a un bon exemple de l'archéologie qui tend des pièges. Et il faut faire vraiment très attention quand on interprète, parce qu'il y a des éléments, des facteurs qu'on n'arrive pas à appréhender. Et là, c'était le cas, c'était même l'objectif un petit peu de cette opération totalement hors norme. Des exemples de pièges en archéologie d'aujourd'hui, vous avez, si vous connaissez l'huile d'olive du château d'Estoublon, donc là ils ont pris le parti d'avoir un packaging qui se rapproche des flacons de parfum. Donc c'est vrai que vous imaginez ça dans 2000 ans sans étiquette, sans contenu, ben effectivement ça peut être facilement rangé dans la catégorie parfum. Ici vous avez une canette de vin, 100% gamay, je ne savais même pas que ça existait. Et là c'est le pire, celui-ci, engine qui veut dire moteur, et en fait c'est du gin italien, pur organic gin, alors qui n'est pas mauvais, mais avec un packaging qui est quand même assez surprenant. Donc là, sans étiquette vide, je ne vois pas comment on pourrait arriver à l'identifier comme étant du gin. Donc effectivement, quand on interprète, on peut tomber sur des pièges. Alors maintenant, on va attaquer le cas du Rhône. Dans le Rhône, on est dans un dépotoir portuaire, avec des millions d'amphores et de céramiques, une trentaine de bateaux, des statues, effectivement, qu'on retrouve dans le Rhône. Il faut bien imaginer que quand on est sur le quai bas, dès le moment où on plonge, on va avoir une pente de 30 degrés constituée de millions d'amphores et de céramiques. Donc là, je vous montre un dessin de Luclon. On voit donc le quai bas, cette pente, avec toutes ces amphores qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc là, je vous ai expliqué, hein, les amphores, elles arrivent, elles sont destinées uniquement au transport maritime. Une fois qu'elles arrivent, on transvase le contenu dans des plus petits contenants et les amphores, on les jette. Donc là, sur Arles, au départ, 1er siècle avant, ils ne les ont pas jetés. On a vu qu'ils les avaient implantés dans la terre pour surélever les terres et se protéger de la ville du Rhône. Après, au 1er siècle après, effectivement, ils n'avaient plus besoin de les recycler en masse, étant donné que le Rhône arlésien était à peu près aussi large et aussi profond qu'il est aujourd'hui, puisqu'on peut atteindre 22 mètres dans le Rhône. Ben, ils pouvaient sans problème les jeter en masse dans le Rhône, parce qu'ils n'étaient pas fous, hein, ils n'allaient pas entraver la navigation. Donc, qu'ils avaient la profondeur pour le faire. Donc, l'opération qui nous intéresse s'est déroulée en 2011. On avait un chaland gallo-romain de 31 mètres de long sur 3 mètres de large.
Donc on a procédé là, voilà, là on le voit en coupe. Vous avez le flanc du bateau, le fond, l'autre flanc, et vous avez cet énorme dépotoir portuaire. Je crois qu'on a à peu près 900 mètres cubes qui scellait ce bateau qui date entre 50 et 60 après Jésus-Christ. Donc le bateau, on l'a découpé, pour faire simple, en 10 morceaux. On a élingué chacune des 10 parties. En parallèle, on a agrandi le musée et le 4 octobre, on a pu inaugurer l'extension et ce chaland gallo-romain. Donc moi, depuis maintenant 2011, avec une cinquantaine de personnes quand même au moins, on travaille sur cet énorme dépotoir portuaire qui date entre 70, 130, 140 après Jésus-Christ. Donc, comment interpréter ces objets? Je vais vous donner quelques exemples et ensuite on va passer véritablement à l'enquête. Donc souvent, dans des contextes portuaires, on a souvent des marques gravées sur la céramique. Ces marques gravées, elles signalent le plus souvent le nom des marins. Pourquoi? Parce que dans les bateaux, on a des espaces de vie très petits. Les marins partagent des céramiques strictement identiques. Pour se les approprier, ils vont graver leur nom. Ça, c'est par exemple 2 céramiques qui ont été trouvées sur le chaland qu'on a renfloué. On a ici les lettres AT, et là, on a le 1A qui est recoupé par un T. Donc, on peut dire que ces 2 céramiques appartenaient à une même personne. Donc, le plus souvent, c'est ça. Sauf que, bien sûr, il y a des cas particuliers. Ici, on a une sigillée de la Grofesenque, on est dans l'Aveyron, et là, on a une marque gravée. Donc, au départ, on se dit c'est une appropriation d'un marin. Sauf qu'on trouve marqué Baco. Baco, ça veut dire Bacchus, mais c'est au datif, c'est-à-dire c'est le destinataire. Donc, ça veut dire à destination de Bacchus. Comment l'interpréter? A priori, il n'y a personne qui s'appelait Bacchus, c'est un dieu, c'est le dieu de l'ivresse et des débordements. Donc, on peut supposer qu'on avait une coupe de vin qui était dédiée à Bacchus et qui était jetée dans le Rhône, comme un rituel. On sait qu'on a des textes, je pense aux Métamorphoses d'Apulée, où on a des rites propiatoires pour s'accorder la clémence du fleuve. Là, ça fait partie, par exemple, des objets cultuels. Autre exemple, plus simple, on a retrouvé 90 parois fines de Bétique, actuelle Andalousie, empilées les unes au-dessus des autres. Donc là, possiblement, on est dans un port, c'est une caisse qui est tombée par inadvertance, ou alors c'est la partie supérieure d'une épave. Ça aussi, c'est également possible. On a trouvé encore des sigillés de la Grofesenque, de l'Aveyron. Donc ces céramiques étaient dans le même carré de fouille. Elles avaient le même diamètre, le même décorateur, elles étaient signées d'un même décorateur. Donc là, l'interprétation aussi, elle est simple. C'est-à-dire que pour interpréter, toujours pareil, il faut vraiment prendre en compte le contexte portuaire et commercial. Donc l'interprétation, c'est quoi? C'est qu'a priori, ces céramiques étaient empilées au-dessus des amphores sur un bateau. Elles ont été cassées et bréchées pendant le transport. À l'arrivée, contrôle qualité, on jette les céramiques qui ont été cassées. Et ce qu'il y a de fou, c'est que 2000 ans plus tard, on les retrouve vraiment à proximité les unes des autres. On a enfin, je vous le disais, les amphores sont jetées volontairement, mais quelquefois il y a des accidents. Ça, on arrive à le repérer quand on retrouve des cols d'amphores et le bouchon en liège enchâssé dans le col de l'amphore. Donc ça, on avait à peu près 98 cols d'amphores gauloises avec le bouchon en liège à l'intérieur. Est-ce qu'il s'agit d'une erreur des dockers, une élingue qui a pété? Est-ce qu'il s'agit d'une crue qui aurait arraché des cargaisons stockées au bord du Rhône et qui les aurait précipitées dans le Rhône? Difficile à dire, bien évidemment. Mais toujours est-il que ce mouvement, on va l'imputer à une action involontaire. À partir de là, on va rentrer dans une autre type de conférence. Je n'ai presque envie de vous dire que c'est une autre conférence, parce qu'on va s'intéresser véritablement à l'interprétation. C'est-à-dire qu'on va mener une enquête pour faire parler ces déchets. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à un lot de pots, 70 à peu près, pour être précis. On a une cruche avec un message en latin inscrit dessus. Et ensuite, on a un objet qu'on peut qualifier d'énigmatique. Donc, 70 pots trouvés au-dessus du chaland Arleron 3. C'est-à-dire, c'est le dépotoir, le bateau a fait naufrage, peut-être vers 50, 60 après. Et ensuite, l'activité portuaire continue et on retrouve ces 70 pots donc au-dessus du bateau.
On sait que ces pots viennent du Latium, c'est-à-dire d'Italie centrale. On est vraiment dans la région à proximité de Rome, parce qu'on a retrouvé justement à côté des rejets de cuisson de ces pots. Donc on sait qu'ils ont été produits en Italie centrale à proximité de Rome. Donc ces pots, on les voit ici. Donc on voit qu'ils sont quand même extrêmement bien conservés par rapport à l'archéologie terrestre. On a des formes complètes. Des fois, comme celui-ci, on a même des pots entiers. Et on en avait 70 au total. Sur ces pots, on avait des inscriptions, Sardinae, sardine, Araneus, la vive, Quetus, le thon. Et quand on n'avait pas d'inscription peinte, on avait des contenus, des macro-restes de poissons. Donc là, on le voit ici. On a systématiquement soit des connexions anatomiques de poissons, soit des écailles de poissons. Et on a même pu définir, c'est surtout le travail de l'ichtyologue Gaël Piquet, qui travaille au CNRS à Latte, même différentes recettes. Il a pu mettre en avant l'alec, donc ça c'est quelque chose qu'on connaît par les textes, c'est une purée de poissons qui est faite à partir de différents petits poissons et du sang de maquereau. Il a pu déterminer ensuite une conserve de filets de maquereau avec de la coriandre, de la nette et du fenouil. Ça c'est la carpologue qui a pu identifier ces graines. Et ensuite, il a identifié du garum. Je pense que vous savez ce que c'est le garum, cette sauce de poisson qui était très prisée dans l'Antiquité. Alors, comment il a identifié une sauce de poisson? Il a retrouvé des petites sardines et il a identifié des viscères de maquereau. Et on sait dans un texte, les géoponiques, qu'on faisait le garum avec du menu fretin, c'est-à-dire du petit poisson, ici des sardines, et des viscères de maquereau. Donc là, on a bien un garum. Donc finalement, ces boîtes s'apparentent vraiment à nos boîtes de sardines. En plus, Titus, empereur Flavien, donc on est vraiment dans la même chronologie. Donc il faut vraiment garder en tête cette image. Problème, on avait trouvé deux autres pots. Pour l'un, il y avait marqué kepa, qui veut dire oignon, et pour l'autre, olive. Donc olive, vous voyez ce que ça veut dire, parce que c'est la même chose. Donc là, on s'est dit, tiens, c'est dommage, on avait identifié une forme à un contenu à base de poisson. Là, d'un coup, on a des conserves d'olive, des conserves d'oignons. On a gratté à l'intérieur des pots et on a retrouvé dans les deux des écailles de poisson. Autrement dit, c'était le condiment qui accompagnait le poisson. La forme dans l'Antiquité était perçue vraiment comme une conserve de poisson et ils se contentaient de mettre le condiment qui accompagnait le poisson. Et finalement, encore une fois, c'est exactement comme nos conserves d'aujourd'hui. Vous voyez qu'à gauche, on a les olives qui sont dessinées. Ici, on a marqué à l'échalote, on voit l'échalote. On est vraiment dans le même type de packaging. C'est exactement la même chose. À partir de là, à partir de l'identification de ces 70 pots, c'est à ce moment-là que l'étude céramologique commence. Donc là, on va classer, tous les céramologues font ça, on va mettre les culinaires, les marmites, les poêles, dans cette catégorie, les amphores pour le transport. Les céramiques fines, c'est tout ce qui concerne la vaisselle de table, les assiettes, les bols, les coupettes. Les lampes à huile, l'éclairage. Et les céramiques communes concernent les céramiques de stockage. Dans le cas qui nous intéresse, ce type de pot, c'est en céramique commune. Et on peut même rajouter céramique commune importée. Donc là, on va avoir une quantité, on va avoir un pourcentage. Et là, on peut tomber dans les travers de Marc Dayon. On va se retrouver à comparer 23% de céramique commune importée à 28% sur oral. Vous voyez, je ne sais pas ce qu'on peut raconter comme histoire à partir de ça. Donc, bien sûr qu'il faut le faire. C'est incontournable. Mais quelquefois, il faut s'extraire de ces catégories pour véritablement raconter une histoire. Alors, comment faire? Il faut se poser d'autres questions. Il faut problématiser, contextualiser. C'est-à-dire, que font ces pots dans les Rhônes? Qui a jeté ces pots? À qui appartiennent ces pots? Donc, il faut au départ se poser la bonne question. La bonne question à se poser, c'était: est-ce que ces pots sont destinés à être vendus sur Arles? Effectivement, ils viennent d'Italie, ils sont importés. On sait qu'on a du poisson à l'intérieur, donc peut-être qu'ils étaient destinés à être vendus sur Arles. Comment fait-on pour répondre à cette question? En fait, il faut aller fouiller les maisons arlésiennes de l'époque et voir si dans les contextes domestiques, dans les maisons, on retrouve ce type de pot. Alors, je ne vais pas partir avec ma pelle et ma pioche. Par contre, je vais aller dans les réserves du musée, où sont conservées les céramiques des fouilles anciennes. Je vais ouvrir toutes les boîtes et je vais rechercher ces types de pots. Sauf qu'après 3 mois, j'en trouve aucun. Donc là, je me dis, tiens, c'est quand même bizarre. Du coup, je vais contacter mes collègues nîmois, Avignon. Je vais remonter jusqu'à Lyon, au cas où ces pots puissent être vendus plus loin, en amont.
Je leur envoie les dessins, les photos, et après 3 mois, tous, ils me répondent par mail, ils me disent on n'a aucune trace de ce type de peau. Là, je me dis, ça commence à devenir bizarre cette histoire. À partir de là, je vais étendre ma recherche à l'ensemble de la Méditerranée. Donc ça prend du temps. Et là, je retrouve ces peaux. En premier, je les retrouve à Ostie, le port de Rome. C'est logique, hein, ils sont produits juste à proximité. Je les retrouve également ensuite dans le port de Toulon, le port de Fréjus, le port de Marseille, le port de Fos, le port de Narbonne et donc le port d'Arles. Pourquoi, d'après vous, est-ce qu'on retrouve systématiquement ce type de peau dans des ports? À qui appartiennent ces peaux, d'après vous? Dans les ports, il y a des bateaux? Ah, exactement. Ce sont, a priori, des conserves de bord des marins. Ils arrivent à destination, ils ont fini leur conserve, ils la balancent par-dessus bord. Mais du coup, c'est là où on commence véritablement à raconter une histoire. On peut supposer que ces marins, ils ont embarqué à Rome, à Ostie plutôt, le port de Rome, puisque c'est là où on produit ces conserves. Ils embarquent dans un bateau, mais pas n'importe quel type de bateau, un bateau de type fluviomaritim, c'est-à-dire en capacité de naviguer en mer et de remonter le Rhône. Parce que si vous voulez, dans l'architecture navale, il y a 2 types de bateaux. Les bateaux de mer qui ont une quille pour casser la force mécanique des vagues. Et on a des bateaux de fleuve qui, eux, doivent être confrontés à des fois des limitations de hauteur d'eau. On va avoir un bateau à fond plat. C'est le cas du chaland Arles-Rhône 3 qui a été renfloué. Ici, si ce bateau il part d'Ostie, il arrive jusqu'à Arles, on a un bateau mixte, dit fluvio-maritime. Il va avoir une quille, mais une quille plate. Donc déjà, on a une idée de l'architecture du bateau. Ce bateau part, il arrive jusqu'à Arles, les marins consomment et jettent. On a 70 pots au-dessus du chaland Arles-Rhône 3. On peut supposer qu'on a des milliers le long de la rive droite du Rhône, ce qui suppose que des centaines de bateaux devaient partir du port de Rome pour arriver jusqu'à Arles. Le problème, c'est que pour la période, on n'a aucune amphore qui vient d'Italie. On n'en a pas. On en a eu au 3e avant, 2e avant, 1er siècle avant, on a été même inondé par les amphores italiennes. Et à partir du changement d'air, on a l'habitude de dire que c'est les productions gauloises, le vin gaulois, qui a pris le monopole sur le vin italien. C'est pour ça qu'on ne voit plus d'amphores italiennes. Donc là, à partir de ce raisonnement, on se pose 2 questions. Quel produit a été exporté du Latium jusqu'à Arles, de Rome jusqu'à Arles, et dans quel contenant, puisqu'on n'a pas d'amphore? Ces questions, pour l'instant, on n'a pas la réponse, mais si on n'avait pas problématisé cette découverte, jamais on aurait déjà pu se les poser. C'est là où on passe à la 2e découverte. Donc là, il va falloir être attentif, parce que vous allez voir que l'interprétation ne permet pas de tomber dans la simplicité. Enfin, c'est plutôt compliqué. Mais je vous rassure, vous allez comprendre. On a une petite cruche qui a été trouvée, toujours pareil, dans le même contexte, au-dessus du chaland Arles-Rhône 3. Cette cruche présente 2 lignes d'inscriptions peintes en latin, ce qui est extrêmement rare. La plupart des inscriptions, c'est surtout les amphores. On a le produit, les qualités du produit, le nom du négociant. Là, bizarrement, 2 lignes d'inscriptions peintes. Donc là, on va faire une photo infrarouge pour arriver à lire, et on tombe sur ces 2 lignes. Albe Valérie Proculi, Dol 140 Sexagenaria. Moi, je suis comme vous au départ, c'est-à-dire je n'ai absolument aucune idée de ce que ça veut dire, parce qu'en plus, on n'a même pas d'éléments de comparaison. Donc du coup, il faut rester calme et il faut commencer par essayer de comprendre la première ligne. Donc sur la première ligne, on a le nom Valérie Proculi. C'est le nom d'un citoyen romain qui s'appelle Valérus Proculus. Ici, en tant qu'archéologue, j'observe que la terminaison en « i » indique le génitif. Alors le génitif, c'est quoi? C'est le complément de nom. Ça exprime la possession. Donc un archéologue qui trouve Valérie Proculi sur une cruche, il peut dire que la cruche appartient à un certain Valérus Proculus. Ok, on a le nom du propriétaire de la cruche. Il existe des bases de données en archéologie. On rentre le nom, le surnom, et là on a toutes les découvertes des stèles funéraires qui existent et qui mentionnent les Valérie Proculi. Au départ, inutile d'aller dans les bases de données. Ça ne sert à rien. Parce que le nom Valérus est d'une banalité désarmante. C'est comme si on avait un Dupont ou un Durand. Donc au départ, aucune utilité de rechercher ce personnage. Ensuite, on a Albe. Albe devait très probablement indiquer le produit transporté dans la cruche. Donc là, on avait quelques hypothèses qu'on a éliminées. Et il n'en restait qu'une, c'est l'albanum, c'est-à-dire l'un des plus grands vins blancs de l'Italie romaine. Vous avez le radical albus qui indique même la couleur blanche du vin.
Donc effectivement, on se dit, Valerius Proculus, propriétaire d'une cruche qui transporte l'un des plus grands vins blancs de l'Italie romaine. On passe à la ligne suivante. Dole, c'est un dolium. Vous savez, ces énormes jarres qu'on enterrait pour créer des chais. On produisait du vin dans ce type de dolia. Ensuite, on a 140 et le mot sexagénaria. Moi, le mot sexagénaria, je ne connais pas. J'ouvre le dictionnaire. Je tombe sur sexagénarium au singulier, un adjectif, et je vois que la traduction, c'est un rapport avec 60. Pendant longtemps, je n'ai pas compris. J'ai des jarres, un chiffre et un rapport avec 60. Le seul indice, c'était de me dire, si c'est un adjectif au pluriel, il doit s'accorder avec le nom, la jarre, dolia. Donc on doit avoir 140 jarres, 140 dolia qui ont un rapport avec 60. Donc je me dis, tiens, ça doit être un volume, sauf que pour eux c'était évident, pour nous pas du tout. Donc comment trouver la solution ? Il faudrait ouvrir tous les textes de l'Antiquité et retrouver l'expression dolia sexagenaria au pluriel ou dolium sexagenarium au singulier et voir comment c'est traduit. Donc, évidemment, moi j'ai beaucoup de temps de recherche au musée, mais je peux pas. Il faut que je trouve des raccourcis. Et l'idée, la stratégie, on va dire, était la suivante. Je me suis dit, je vais chercher dans les traités d'agriculture. Caton, Varron, Columelle, Palladius. Donc pourquoi les traités d'agriculture ? Parce qu'ils parlent de la production de vin. Donc du coup, ils doivent parler des dolias, forcément. Et effectivement, dans Caton, alors bien sûr, je ne vais pas lire tout le livre, je vais dans l'index. Je cherche le mot dolium et dans l'index, je vois que dolium est associé à quinquagénarium et quadragénarium. Donc, je ne suis pas loin de mes sexagénaria au pluriel. Je regarde dans le texte et j'apprends qu'un dolium quinquagénarium, c'est un dolium de capacité de 50 urnes et un dolium quadragénarium, c'est un dolium de capacité de 40 urnes. Donc du coup, je comprends que j'ai 140 dolias de 60 urnes. Une urne, c'est 13 litres. Donc 140 de 60 urnes, ça fait 140 fois 60 fois 13, ça fait 1100 hectolitres de vin. Là, l'hypothèse, elle a changé. Valerius Proculus n'est pas seulement le propriétaire de cette petite cruche, possiblement c'est le propriétaire d'un chai de 140 dolias produisant l'un des plus grands vins blancs de l'Italie romaine. Arrivé à ce stade de l'enquête, je pouvais aller plus loin. Je vous ai dit au départ, inutile de rechercher ce personnage, le nom est trop commun. Il y en a des centaines de milliers qui doivent s'appeler Valerius Proculus. Donc, par contre, au fil de l'enquête, on avait 3 indices. Le premier, l'indice chronologique. On est entre 70 et 140 après Jésus-Christ. Ça permet de réduire le nombre de Valérie Proculi. Deuxième indice obtenu par l'enquête, si c'est le propriétaire d'un chai produisant une aussi grande quantité de grands crus, c'est un personnage important. C'est quelqu'un qui appartient forcément à l'élite romaine. L'élite romaine, c'est moins de 10% de la population. On réduit encore, bien évidemment, la recherche. Mais l'indice le plus important, c'est que s'il produit de l'albadum, il doit habiter au niveau des monts Albins. C'est-à-dire dans un espace géographique extrêmement précis. Et là, la recherche, elle est vraiment hyper ciblée. Donc là, à ce moment-là, ça valait le coup de rechercher, évidemment, ce personnage. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans la base de données. On tape Valerius Proculus, on tape Valérie Proculi au génitif. On obtient différentes stèles funéraires, alors de partout dans l'Empire. On en a en Gaule, en Orient, on en a en Espagne, on en a de partout. Évidemment, nous, on va regarder celles qui se trouvent dans le Latium, sachant que si on trouve un Valerius Proculus dans le Latium, ça ne veut absolument rien dire. C'est-à-dire qu'il fallait avoir la chance d'arriver à une stèle avec une indication qui permet de nous dire c'est au niveau des monts Albins. Donc si vous voulez, la recherche, elle était désespérée, désespérante, parce qu'il y avait quand même très peu de chances que ça puisse fonctionner, mais il fallait la tenter. Donc à partir de là, on a une stèle qui nous a intéressés. C'était une dédicace à un certain Caius Valerius Proculus, qualifié de meilleur des frères, Frati Optimo. Donc ceux qui ont étudié cette stèle funéraire ont supposé que le dédicant, celui qui avait fait la dédicace, c'était un certain Lucius Valerius Proculus. Donc là, c'était intéressant parce que ce personnage était connu par d'autres inscriptions lapidaires.
On savait notamment que ce Lucius Valerius Proculus avait fini sa carrière en 143 comme préfet d'Égypte. S'il finit sa carrière en 143, l'indice chronologique est validé. Préfet d'Égypte, personnage extrêmement important. Et par chance, alors là c'était vraiment de la chance, la stèle avait été perdue, elle est perdue, on ne sait pas où elle est. En revanche, dans le vieux recueil du 19e, on précisait l'indication toponymique de où se trouvait, où avait été trouvée la stèle funéraire. Et on pouvait lire donc en latin qu'elle avait été trouvée près d'un temple sur le chemin qui mène au mont Albin. Donc à partir de là, il y avait de très grandes chances que le Valerius Proculus de notre cruche trouvé dans le port d'Arles soit le même personnage. Donc ce qui permettait également de confirmer une certaine partie notre hypothèse. Comment interpréter? Effectivement, cette cruche est trouvée dans un contexte portuaire et commercial, le port d'Arles. Donc je vous ai dit, le port, le contexte qui permet véritablement d'orienter l'interprétation. Cela mentionne 1100 hectolitres de vin. D'après vous, c'est quoi une cruche trouvée dans un port, un contexte commercial, avec la mention 1100 hectolitres de vin? Ça peut être quoi? La cruche, exactement. La cruche, elle est comme ça. Hein, je vais pas dire, elle ne peut pas contenir 1100 hectolitres. Effectivement, je pense à un échantillon commercial. Mais en même temps, je n'ai aucune idée, de savoir si dans l'Antiquité, on utilisait des échantillons commerciaux. Et je n'ai pas d'autres exemples à donner. Donc à partir de là, je vais me rapprocher des gens qui travaillent dans le vin, d'un œnologue, Stéphane Gardère pour le citer. Et je lui dis, est-ce qu'aujourd'hui, on utilise pour le vin des échantillons commerciaux? Et Stéphane m'a dit bien sûr. On a deux types de commerce pour le vin. On a le commerce de la bouteille de 75 centilitres. C'est le producteur qui s'adresse aux particuliers, donc la bouteille que vous connaissez. Et ensuite, on a le commerce du vrac. Le commerce du vrac, c'est le producteur qui s'adresse aux grossistes. À partir de là, les quantités sont importantes. On a besoin de garanties. L'échantillon est envoyé par la poste, le vin est goûté, on fait des analyses chimiques. Et plusieurs mois après, quand le vin arrive, on refait des analyses chimiques pour être sûr que le vin n'a pas subi d'avarie pendant le transport. Depuis qu'il m'a donné cette indication, j'ai rencontré des producteurs de vin. Effectivement, ils me disaient que des fois, ils avaient des camions-citernes. Dans chaque citerne, il y avait des compartiments. Dans chaque compartiment, il y avait un échantillon qui était présent. Un échantillon qui restait dans le domaine, un échantillon qui voyageait avec les caissons et un échantillon, bien sûr, qui était envoyé en amont. Et ce producteur d'Aix-en-Provence m'avait dit, un jour, j'ai eu un problème. Un jour, le vin est arrivé, la première cuve impeccable, la deuxième cuve impeccable, et la troisième, on avait de l'huile à l'intérieur, du vin et de l'huile. Parce que ces camions-citernes, en fait, transportent aussi bien de l'huile que du vin. Et du coup, ils ont pu incriminer celui qui avait mal nettoyé la cuve du camion-citerne. Vous voyez, il faut un coupable, il faut des garanties. Donc Stéphane m'a montré à quoi ressemblait un échantillon aujourd'hui. Et on constate ici qu'on a marqué les vignerons créateurs, donc le producteur, l'équivalent de notre Valerius Proculus. Ici, on a l'IGP, l'indice géographique protégé, Syrah rouge. Albe, c'est l'albanum, c'est le nom du cépage. Le radical albus indique la couleur blanche du vin. Et Albe, c'est aussi les monts albins. Et dessous, à ma grande surprise, il y avait marqué 650 hectolitres. Nous, on avait 140 d'Olia de 60 c'est-à-dire 1100 hectolitres. Et tout ça correspond à une certaine logique. On achète une énorme quantité de vin, on a évidemment besoin de garanties. Donc à partir de là, la conclusion était simple. En apparence, cet échantillon trouvé sur Arles supposait l'importation de 1100 hectolitres d'albanum. Le problème, c'est toujours le même. C'est que pour la période, on n'a pas d'amphores qui sont produites en Italie ou du moins qui sont exportées en Gaule. On n'en a pas. Donc tout à l'heure, pourtant, on a vu qu'on avait des conserves de bordulatium qui supposaient un commerce important qui partait d'Ostie, qui arrivait jusqu'à Arles. Donc du coup, à la première question, quel produit a été exporté du Latium jusqu'à Arles? On peut y répondre, l'albanum, possiblement. Par contre, le contenant, on ne peut pas. Donc là, à ce stade de l'enquête, il fallait quand même trouver une solution. Et là, la solution qu'on a trouvée, elle n'était quand même pas hyper confortable, puisqu'on a imaginé qu'il s'agissait du tonneau. Alors pourquoi ce n'est pas confortable? Parce que le tonneau ne se conserve pratiquement jamais dans l'Antiquité. Il était en bois, les cerclages étaient en bois,
il pouvait être brûlé à l'arrivée. On a du mal vraiment à appréhender dans l'Antiquité la démocratisation du tonneau. Pour nous, c'est extrêmement compliqué. Quand on regarde dans les textes, tonneau, ça se dit cupa en latin, mais cupa, ça désigne le tonneau avec les douves incurvées, c'est-à-dire un objet qu'on peut faire rouler, qu'on peut donc déplacer, commercialiser. Mais le tonneau, c'est aussi la cuve en bois, qui est indéplaçable. Donc du coup, quand Cicéron dit « je vais me chercher du vin à la cupa », à Rome, les partisans du tonneau vont dire c'est la preuve que le tonneau existe à Rome, et les autres vont dire non, c'est la citerne. Vous voyez, argument circulaire, impossible d'arriver à trouver. Donc une question quand même, d'après vous, puisqu'on est dans l'interprétation, un exemple d'interprétation, peut-on valider cette hypothèse? On a pu déchiffrer l'inscription, on a pu retrouver un personnage où on avait l'indice chronologique, le statut social, l'espace géographique. On a pu voir qu'il y avait un intérêt, effectivement, puisqu'on a des échantillons qui sont identiques à celui de l'Antiquité. L'idée du tonneau était intéressante, parce que contrairement à une amphore, 26 litres, un tonneau, ça peut aller jusqu'à 1400 litres dans l'Antiquité. Donc celui qui achète un tonneau, c'est plus un grossiste qu'un particulier, parce qu'on ne peut pas en plus le conserver dans l'Antiquité, on ne peut pas conserver le vin. Donc il y a tout qui colle. D'après vous, est-ce qu'on peut, du coup, valider ce scénario? Vous hésitez? Oui? Eh non. Le problème de ce contenant, c'est que comme il ne se conserve pas, il peut être partout, il peut être nulle part. Donc, faire une démonstration avec au bout la présence du tonneau, c'est pratique. Et moi, je sais que dans les colloques, voilà, il faut faire très attention à la façon dont je vais l'exprimer. Il faut être prudent. C'est le doute un peu que suscitait Marc Dayon, notre artiste. Donc je peux imaginer un scénario hypothétique en étant très prudent. Je peux imaginer notre Valerius Proculus qui arrive sur Arles, avec son échantillon commercial qu'il donne à son client. Il repart, il va sur son domaine situé dans le Latium, au niveau des Monts Albins. Il regarde son chai donc de 140 dolia. On a du vin blanc à l'intérieur. À partir de là, il va siphonner le vin dans les tonneaux, il va armer son bateau. Les marins, vu qu'ils sont là aussi, ils vont acheter des conserves de poissons du coin, ils vont les mettre dans le bateau. À l'arrivée, au bout d'un moment, la conserve est vide, il la jette par-dessus bord. Et là, bien évidemment, l'échantillon qui devait être présent sur le bateau, comme pour le camion-citerne, présent, arrivé en amont chez le client, les échantillons sont là, ils goûtent, et on sait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas de vente sans dégustation. Donc ça, c'est un scénario hypothétique qui, à la base, repose, c'est un ami qui m'a fait cette illustration, je lui ai dit, dessine-moi un plongeur avec des pots du Latium, il m'a dessiné avec mes lunettes. Bon, bref. Et effectivement, on voit tout l'intérêt de problématiser nos découvertes. Dans l'expérience de Marc Dayon, on voyait, c'était un peu forcé, un peu exagéré, mais on voyait que c'est nécessaire de faire des comptages, de faire des tris, de faire des remontages. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut s'extraire de ces catégories. Il faut rentrer vraiment dans le concret. Le concret, pour nous, c'est le contexte. On est dans un contexte portuaire et commercial. C'est ça qui va nous permettre véritablement d'interpréter et d'aller plus loin que de dire c'est une céramique commune importée. C'est le contexte qui nous permet de faire ça. Donc il fallait effectivement se poser ce type de questions. On arrive à la dernière énigme. Donc je vous montre l'objet énigmatique. Donc ça a à peu près cette taille. Voilà, c'est tout petit. On peut voir qu'on a des trous ici. Donc nous, il faut bien qu'on se mette à la place des archéologues. En fait, on trouve ces objets. On a trouvé 2 donc, dans le port d'Arles. On n'a aucune idée de ce que c'est. Il faut arriver à trouver. Donc est-ce que déjà comme ça, vous avez une idée? Alors la salière, moi c'est ce que j'ai dit, parce que ma collègue de la conservation est venue me voir. Elle me dit c'est quoi? J'ai regardé, j'avais pas le temps. Je dis salière. Hop, elle l'a mis dans l'inventaire. Bon, alors c'est absolument pas une salière. Donc le problème, c'est que cet objet était cassé. Donc on n'avait qu'une extrémité. Les recherches ont continué et j'ai pu trouver l'objet entier avec un tube. Donc est-ce que ça vous donne une piste? Alors ces objets ont été trouvés, là les 2 que je vous montre, sur une épave. Donc une épave de commerce, naufragée au large de Cannes. Donc là on a l'objet entier.
Alors c'est bête parce que j'ai oublié mon instrument, parce que j'ai fait faire une réplique. Et alors, on a compris la fonction, c'est une pipette. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous tenez le tube, vous plongez, vous l'immergez dans de l'eau ou autre chose, vous mettez le doigt à l'extrémité du tube, vous relevez, et quand vous levez le doigt, ça coule. Et ça marche super bien. On a fait faire des reconstitutions avec des imprimantes 3D, des reconstitutions par des potiers, ça marche super bien. Et là, vous me dites, et alors? C'est là où il faut interpréter. Je vous ai dit, pour interpréter, c'est le contexte qui nous aide. Donc là, on a 2 pipettes trouvées sur une épave de commerce. On en trouve 2 autres sur Arles dans un port de commerce. Donc, on peut se dire que cet objet sert à prélever une petite quantité de liquide que l'on commercialise. Quel est ce liquide? Pourquoi utiliser un tel instrument? Qu'est-ce que ça suggère? En fait, ça suggère quoi? Ça suggère que, par exemple, pour une amphore, aucune utilité. Une amphore, une fois qu'elle est ouverte, on l'incline et on se sert avec une coupe. Un dolium, c'est énorme, on prend une coupe, on se sert. Ça suppose un contenant énorme avec un tout petit trou. Et du coup, on est obligé d'utiliser cet instrument pour prélever le liquide. D'après vous, ça peut être quoi, ce contenant qui contient un liquide avec un tout petit trou et qui est énorme? Exactement, un tonneau. Alors, je vous ai dit qu'on n'en trouvait pas. En fait, on en a trouvé, toujours des exceptions en archéologie, 250 sur le Rhin et sur le Danube. Parce que ces derniers ont été recyclés par l'armée romaine comme puits. En cuvelage et en terrain humide, on a pu les retrouver. Des tonneaux énormes. Mais dès le moment où l'armée va construire ces puits en pierre, le tonneau disparaît. On n'a plus qu'au niveau iconographique qu'on arrive à le retrouver. Donc une fois qu'on est arrivé jusqu'ici, il faut qu'on trouve un argument. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve une preuve. Quelle source, d'après vous, doit-on convoquer pour associer la pipette au tonneau? Comment je peux faire? Donc, je suis archéologue, je me dis, cet instrument, c'est génial, ça peut confirmer la présence des tonneaux. J'avais mon échantillon d'albanum, on avait supposé que c'était les tonneaux, on a un axe commercial puisqu'on a les conserves de bord des marins. Là, j'ai possiblement la présence d'un tonneau. Comment je fais pour le prouver? Chargement, je ne vais pas en trouver. Je vais pas en trouver. Il n'y a aucune épave chargée de tonneaux qui a été trouvée. Non. Mais l'idée, c'était de trouver une image qui associe le tonneau et la pipette. Donc, il fallait que je fasse une recherche iconographique. Alors, je vous passe toutes les recherches, tout le temps passé à retrouver l'iconographie du tonneau jusqu'à ce que je tombe sur celle-ci, le bas-relief d'Ancône. Donc, on est en Italie. Il date du IIIe siècle après Jésus-Christ. On a au centre le tonneau. Et là, vous reconnaissez la pipette. Il n'y a pas la moindre doute. Il y a le tube et on voit même le réservoir. Ce qui m'a rassuré, parce que des fois, quand on essaie de prouver quelque chose, il faut essayer de voir si on est encore lucide. Ceux qui avaient examiné ce bas-relief qui est extrêmement connu avaient interprété cet objet comme étant une pipette. Donc déjà, moi, ça me confortait dans l'idée que ce que je voyais, c'était effectivement une pipette. Donc à partir de là, je suis pratiquement arrivé au bout de l'enquête. On a un échantillon commercial sur Arles qui suppose l'importation d'albanum en tonneau. On a 2 fragments de pipette qui permettent de confirmer la présence de tonneaux sur Arles, ce qui n'avait été jamais fait auparavant. Pour aller plus loin, et là, je vous ai parlé des déchets, effectivement, des traces visibles, mais on peut faire des analyses chimiques pour enregistrer des traces non visibles. C'est ce qu'on a fait. Sur 7 pipettes, on a le laboratoire Nicolas Garnier a pris une meuleuse, il a gratté à l'intérieur du réservoir de la pipette, il a recueilli une petite poudre de céramique, il a mis dans de la feuille aluminium, il est parti et plusieurs mois après, il m'a dit « j'ai du vin blanc ». Donc le vin blanc, c'était inespéré, hein, c'est grâce à l'absence d'acide syringique qu'ils arrivent à déterminer ça, c'est assez fou. Donc le vin blanc, pour moi, j'étais plutôt content. Hein. Bon, évidemment, l'albanum, c'est un vin blanc. Le vin blanc, c'est pas de l'albanum. Donc il me manque toujours un élément. Pour finir, si on regarde ce dernier bas-relief,
qu'on a déjà vu, qui nous a permis d'identifier la fameuse pipette. On voit qu'on a des tonneaux, on voit qu'on a vraiment chaque objet a du sens, on va dire. L'objet du commerce, la bourse pour acheter, la coupe pour goûter, la pipette pour prélever. Et ici, on a quoi? Une cruche, une petite cruche. Et par symétrie, on peut même restituer une deuxième cruche. Donc bien sûr, il faut interpréter ces objets. On voit que chaque objet a du sens par rapport à la vente de vin en tonneau. Ceux qui avaient travaillé sur ce bas-relief avaient imaginé que cette cruche servait à recueillir la petite goutte de vin qui perlait de la pipette. Alors, ce qui n'a aucun sens pour moi. C'est-à-dire, je ne vois pas ce que la fonction en rapport avec la propreté du sol à avoir dans une vente de vin en tonneau. Ici, il fallait restituer une deuxième cruche, même s'il y a un acte de vandalisme, on arrive par symétrie à la reconstituer. Et selon moi, on avait les échantillons commerciaux qui étaient forcément présents au moment de la vente. Et dans ce bas-relief, finalement, on a toute notre enquête. Il manque juste en arrière-plan, il aurait fallu avoir un bateau avec des marins qui jettent leurs conserves de bord par-dessus bord. Il ne faut pas rêver non plus, mais on a toute notre enquête qui est illustrée finalement sur ce bas-relief. Donc, à travers cet exemple, vous voyez qu'on n'est pas tombé dans la simplicité, hein, c'est quand même un travail qui a duré plusieurs années. Mais pour le coup, ici, on se détache du comptage, on se détache des catégories et des pourcentages, et on arrive, grâce à des conditions exceptionnelles de conservation dans le Rhône, à véritablement reconstituer une histoire. Donc, je fais un peu de la pub. En ce moment, on fait une exposition à Aix-en-Provence qui reprend ces enquêtes. Donc, c'est jusqu'au 31 décembre. C'est l'histoire possible, entre parenthèses, parce qu'évidemment, il faut conserver le doute, de notre fameux Valerius Proculus. Vous avez des planches de BD, vous en avez des très grandes avec les objets soclés en trompe-l'œil, avec un coffre. Et chaque fin d'histoire, ça finit par une question. Mais c'est quoi tous ces pots du Latium? Et dans une vidéo, on répond à la question en expliquant comment l'étude a permis d'imaginer ces histoires. Voilà, je vous remercie.